Nouvel épisode avec Pierre-Yves Marchand, préparateur physique dans le sport automobile. Il nous présente ses connaissances sur le fascia et la posturologie. Bonne écoute. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question: comment construire un athlète? La forme? Merci de m'inviter. Avec Ouais, grand très plaisir. bien. Écoute, il y a un superbe temps. Dans ma région normande, c'est assez rare pour le souligner, donc tout va bien. Ouais, non, mais du coup, tout à l'heure, tu me disais c'est la première fois sur un podcast, mais du coup, c'est la première fois à la fois sur un podcast et à la fois avec un beau temps. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une double première fois. Ouais. Ouais, bon, génial. Écoute, si tu pouvais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors moi, c'est Pierre-Yves Marchand, j'ai 33 ans, pacsé, un enfant. Je suis éducateur sportif depuis 2012. Alors, j'ai un chemin qui a commencé à la base, je suis judoka. Et je faisais des compétitions et avec ces compétitions-là, il fallait que je me prépare. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la préparation physique. Ensuite, donc du coup, ça m'a amené à faire un cursus en STAPS. Une fois la licence STAPS acquise, j'ai fait un BPGEPS à G2F et c'était génial. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, après en STAPS, c'était assez théorique, je trouvais. Moi, je l'ai fait à Orléans. Et puis, ma structure d'accueil pour le BPGEPS, donc c'était un préparateur du culturiste qui est du côté de Blois, qui m'a beaucoup appris. Mon formateur qui enseigne de temps en temps au DUEP de Lyon pour la prépa physique, c'est un ancien de la force athlétique. Et moi, pour le judo, je m'entraînais en haltérophilie avec des élèves de Franco Hino, donc qui a dirigé l'équipe de France d'haltéro. Il a dû arrêter en 2008 après la médaille de Dabaya. Et moi, c'était avec Mustapha Amlouka. Donc, j'ai eu beaucoup de chance sur ce parcours-là. Une fois que j'ai eu mon BPGEPS, j'ai cherché du travail et j'ai un peu galéré. Et ça m'a amené sur Rouen. Et donc là, j'étais dans une salle de sport. Mais à la base, en fait, quand j'étais en STAPS, moi, ce que je voulais faire, c'était préparateur physique. J'avais entrepris les démarches pour, et puis en fait, ça n'a pas pu se faire avec le Duep de Lyon pour, je sais même plus. Et en fait, de fil en aiguille, donc je me suis toujours intéressé à la prépa physique. Et puis, j'en faisais un petit peu dans les salles de fitness que je côtoyais. Alors ça, même dès que j'étais en stage en BPGF, je faisais de la prépa pour base culturiste. Et puis, une fois que je suis arrivé sur Rouen, je faisais du coaching, hein, j'étais un coach tout ce qu'il y a de plus classique. Mais de temps en temps, je tombais sur des préparations CrossFit. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu un contact, comment dire, c'est mon ancien entraîneur de judo qui s'appelle Alexis Landé, qui est un préparateur mental, qui m'a sollicité pour un footballeur. Et ça m'a un peu relancé vraiment dans la préparation physique. Et puis, depuis cet athlète-là, en fait, il y a toujours eu un athlète en fond qui rythme mon quotidien, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et ça a fini par déboucher sur un poste à temps complet sur de la préparation physique en 2018 avec des pilotes automobiles. Donc là, j'étais à temps plein sur des pilotes auto. J'ai fait quelques petites interventions dans le foot, mais vraiment petites. Et voilà, mon cursus, j'ai une licence et un BPGEPS. Et à côté de ça, j'ai quelques formations, je sais pas vraiment comment on pourrait les appeler, c'est des formations privées. J'ai été avec la biosignature de Poliquin, donc ça, j'étais faire ça à Toronto. J'ai la posturologie, la reprogrammation posturale globale du docteur Brico. Ouais, au CIES. Euh, ouais, au CIUS, exactement. Et j'ai un CrossFit Level 1 aussi.
Et j'ai également comment dire, deux formations sur les fascias, euh, qui est ma passion actuelle. Ouais, c'est ça. Ouais, ça demande beaucoup de recherche. Je pense que ça empêche beaucoup de monde de dormir, les fascias. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est assez exaltant parce que c'est vraiment, je trouve, hein, c'est un terrain de jeu tellement. Il y a tellement de choses à faire encore. Je trouve les fascias sont encore un petit peu trop exploités de manière thérapeutique. Hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de performances à aller chercher là-dedans. Donc, euh, donc voilà, Ok. c'est ce qui me guide. Et justement, quel lien tu as pu faire entre toutes ces formations et maintenant un peu vers quoi tu t'orientes avec les fascias? Parce que du coup, tu que des formations qui sont pas du tout thérapeutiques, entre guillemets, qui sont très terrain et très performance. C'est assez égoïste à la base, dans le sens où le premier athlète que j'ai entraîné, c'est moi. Et je pense qu'il y a plein de préparateurs physiques, c'est leur cas. Et il m'a toujours manqué, si tu veux, il m'a toujours manqué un truc. Et, euh, et même quand je suis passé, au bout d'un moment, mon parcours de sportif athlète s'est arrêté. Je me suis mis à l'haltéro et je sais pas, je me trouvais pas bon. Je veux dire, le temps passé à m'entraîner et les barres que je faisais, je me dis ouais, c'est pas incroyable quand je vois un tel qui arrive. J'ai déjà eu ce ressenti-là également quand j'étais coach de CrossFit. Je me dis mais il y en a, ils sont doués, mais c'est quoi le truc quoi? Je comprenais pas. Et j'ai toujours cherché. Le premier truc qui m'a vraiment interpellé, c'était une conférence de Paul Gagné sur la posture. Là, j'ai fait, Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut à tout prix que j'exploite ça. Donc, je l'écoutais en boucle parce que j'aimais bien, en fait, c'est une habitude que j'ai prise même pour apprendre, parce qu'il y a tellement de connaissances à acquérir avant de pouvoir les exploiter. Donc, c'est une habitude que j'ai. Je me mets mon casque, je fais la vaisselle et j'essaie d'engranger des choses. Et puis, quand il y a un truc que je comprends pas, bah, je le note et j'y reviens plus tard. J'essaie de procéder comme ça. C'est ma femme qui est contente quand je fais mon associable avec le casque. Mais c'est comme ça que je retiens les informations. Et Paul Gagné, j'avais retenu deux noms, c'était Bernard Bricot et Guy Voyer. Et donc, vous voyez, ces formations, je sais pas que c'est un peu flou, mais c'est loin. Il faut aller au Canada directement. Et Bernard Bricot, mais je me suis dit, mais Pierre, comment ça se fait que t'as pas été, quoi? Je veux dire, c'est en France. En plus, une fois que j'étais dedans, la formation, elle m'a rien coûté parce que avec le FIFPL, Ouais. c'était remboursé. Donc en France, on a vraiment de la chance là-dessus. Donc, je l'ai faite. J'ai, j'ai adoré parce que j'ai compris des choses. Euh, sur cet aspect posture et neuro, j'ai trouvé aussi, je ne l'ai pas dit, sur les formations complémentaires, sur Institut Neura, une neuroperformance de Nicolas Desjardins, que j'aime beaucoup. Ça va plus loin, mais je pense que si j'avais commencé par eux, j'aurais pas compris. Hmm. Et l'approche CUS, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les formateurs sont sympas en plus. Puis Bernard Bricot, c'est un personnage. Et le lien que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait la formation posture, je trouvais ça quand même un petit peu trop clinique. Hmm. Il y avait beaucoup de choses, je me suis dit, ah, mais ça, quand je vais mettre ça sur le terrain, ça va être génial. Mais il me manque une passerelle. Et tu vois, il me revient un exemple. Je sais que tu as fait la formation de Bricot, il me semble, hein. Ouais. Je me trompe pas. Voilà. Quand ils font le test de Fukuda, Hmm. donc test de Fukuda, s'il y a des personnes qui connaissent pas, bah, c'est tout simplement, on se met les bras devant et on lève les yeux fermés, les genoux pendant une trentaine de secondes. Ça permet de détecter si il y a un problème au niveau du capteur podal et autre chose. Et en fait, sur un des exemples qui était, c'était avec Vincent Estignan, je crois, à ce moment-là, le formateur. Euh, la personne qui faisait le test de Fukuda, les genoux partaient vers l'extérieur. Et comme juste avant, on avait vu sur les blocages hors système postural, le coccyx,
le pubis également. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que sur le test de Fukuda, parce que bon, c'est pas trop mal en soi, c'est-à-dire qu'il reste dans l'axe, il n'y a pas de déviation de 10 degrés, 15 degrés, c'est correct. Par contre, d'un point de vue hanche et comment le fémur il s'insère, on voit quand même que les genoux partent en extérieur. Donc, je lui ai posé la question et, euh, et sa réponse, elle était trop clinique à mon sens. Et donc, je n'ai pas trouvé ça désagréable du tout. C'est juste que ça m'a motivé à chercher plus loin. Et une fois que j'ai compris aussi que le système postural, ça reposait aussi sur l'adaptation des fascias. Enfin, c'est pas que ça repose dessus, mais c'est le reflet d'adaptation des fascias. Je me suis dit, il y a un truc à creuser là-dessus. Et puis là, j'ai découvert un monde fascinant que je connais toujours pas à 100% d'ailleurs. Mais s'il y a de la performance à gagner, je pense, c'est plus facile par là. Mm. Et justement, enfin, quand on a fait la formation, du coup, enfin, quand on fait de la posturo, quand on parle de fascia, souvent on l'associe tout le temps au mouvement. Enfin, pour moi, ma définition, c'est que le fascia, c'est le mouvement et c'est tous ces concepts-là. Tu Ouais, interviens beaucoup avec du coup des pilotes auto où ils ont entre ouais, très peu de mouvement comparé à d'autres sports. Comment du ouais, coup, exact. comment ça peut les aider ou au contraire, enfin, c'est quand même une manière un peu Bah, diamétralement opposée. c'est là que le fascia, c'est super cool en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, un pilote auto, moi je suis rentré une fois dans l'auto, c'était c'était super bluffant parce que le pilote a comment dire, le pilote ne bouge pas beaucoup. Le pilote, c'est le volant, c'est les pieds. Bon, l'attaque des freins est assez violente. C'est l'inverse d'une conduite que nous, on fait en ville. Nous, on nous a appris à faire en dégressif pour freiner la voiture. Eux, plus la voiture va vite, plus il faut taper les freins. Et en fait, c'est sur le retour qu'on va voir des petites différences où ils vont conserver de la vitesse. Et c'est quand on voit en Formule 1, on m'avait expliqué ça, par exemple, je sais pas, on va dire Hamilton et Bottas, qui sont tous les deux dans la Mercedes, c'est deux pilotes excellents. Mais pourquoi Hamilton est toujours un petit peu plus devant, bah, c'est au niveau des freins, en fait. C'est la manière, et je grossis le trait, hein, mais la manière dont il relâche le frein, il permet de conserver un peu plus de vitesse. Donc, il passe plus vite dans le virage. Et derrière, bah, ça fait un écart de, je sais pas, 90 millièmes, un truc comme ça, quoi. Et donc, quand je suis monté dans la voiture, un truc qui m'a frappé, moi, donc c'était une Porsche, c'était une GT3 R. Donc, c'est une belle voiture, hein, c'est une auto qui pourrait être sur route, si je dis pas de bêtises, mais là, c'est préparé circuit. C'est-à-dire je dis peut-être une bêtise. En fait, c'est qu'une voiture de course. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une monoplace. J'étais dans le siège à côté. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que tout était violent. Euh, et, et moi, d'un point de vue sensoriel, je saturais complètement en information. C'est-à-dire que au freinage, déjà, moi, j'étais étonné à quel point ma tête est partie. Le pilote, il bouge pas tant que ça, et même s'il met ça de volant, la voiture bouge énormément. Et pour l'anecdote, on fait quoi? On fait, je sais pas, la moitié, on fait un tour et demi. Et puis là, il ralentit, il lève la main, il ralentit. Et je suis, bah, qu'est-ce qui se passe en criant parce que le bruit du moteur il est énorme. Et en fait, il dit, ouais, on a crevé. Et je l'avais pas du tout senti, en fait. En fait, c'est un environnement qui est toujours violent. Et moi, personnellement, je sais que j'aurais saturé en information. Et le pilote auto, bah, comment dire, c'est un sport d'interro et d'extéro-réception. Donc ça, si tu vas pas dans le fascia, faut fixer la base avec le système postural, des bons yeux, des bons pieds, pas de blocage hors système. Mais comme c'est des gamins assez jeunes qui sont encadrés régulièrement avec un ostéo, c'est plutôt OK là-dessus. Mais une fois qu'on a fait ça, faut vraiment normaliser le fascia pour que le retour d'information qu'il ressent soit le plus exact possible. Et ça, c'est le travail myofacial, mais pas que, parce qu'il faut qu'il soit quand même athlétique, il faut qu'il puisse courir, il faut qu'il puisse soulever sa propre charge, d'autres charges. Euh, je travaille beaucoup avec un pilote qui s'appelle Charles Milesi, il a conduit dans une super Formula.
c'est 5 secondes plus lent qu'une F1. Donc, c'est la deuxième voiture la plus vite du monde. Une F2 est moins vite. Et quand on travaillait sur un circuit qui s'appelle Suzuka, donc le premier virage, c'est à droite à fond. Et ensuite, sur les freins et direct, la courbe se referme en fait. Et ben, ce virage-là, donc Charles, il fait 53 kilos à peu près. Sa tête, elle faisait 40 kilos. Donc, il faut quand même de la force au niveau du cou, au niveau de la colonne. Et il faut faut une norme au niveau cardiaque, parce que sinon, et respiratoire, parce que sinon, c'est là que l'erreur peut arriver quand on est trop en état de stress, de surchauffe. Lui, plus il est calme dans la voiture, mieux il conduit. Mm. Justement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est le fascia, etc. Parce qu'on entend beaucoup de choses dessus. Ouais. Et un peu nous le présenter. Parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde les connaît. Alors, le fascia, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'équivalent du béton pour une maison. C'est tous les joints de collagène. Donc, ça peut prendre la forme d'une feuille, ça peut avoir une forme un peu plus épaisse. Et ça va délimiter nos organes, nos os, nos muscles, nos nerfs à travers le corps. Donc, c'est un grand réseau, c'est une grande toile d'araignée. Après, ce qui est important avec le fascia de comprendre, c'est qu'il y a le système myofacial. Là, la meilleure référence, la plus simple, moi, je pars du principe qu'il faut simplifier le difficile. Et en ce sens-là, les chaînes de Thomas Myers de Anatomy Cranes, c'est génial parce que du coup, on conçoit que tel muscle, il y a un lien de collagène avec tel muscle, etc., etc. Elles ne sont pas exactes toutes à 100%. Après, ça, mes références, c'est la formation du docteur Robert Schleip, qui est, euh, qui est un Allemand qui vient de l'université de Ulm. Et, euh, et sur sa formation, il dit que c'est bon, mais d'un point de vue pédagogique, c'est top. Mais tout n'est pas exact à 100%. Bon, après, on parle de lignes. Je crois qu'il y a 6 lignes, 6 ou 8 lignes qu'il décrit. Il y en a 2, on n'est pas sûr que le lien soit vraiment euh, comment dire, dans la longueur, c'est pas dit que ça soit ça. Donc il y a le système myofacial et c'est un tissu en même temps. Donc tu as le système et tu as le tissu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Euh, le tissu, il est partout. Et c'est pour ça aussi que tu as beaucoup de confusion. Et il y a autre chose aussi qui est complexe, c'est que le fascia, c'est à la fois un fluide et une fibre. Donc le fluide, on va dire, quand vous allez chez l'ostéopathe, il va complètement régler ce problème-là. Donc le fluide, donc dans la cellule, on va dire qu'il y a l'acide hyaluronane, et en fait c'est ça qui va créer ce liquide, ce format liquidien du fascia. Le côté fibreux, c'est plus le collagène. Et le collagène, en fait, c'est simple, il y a des exercices. Alors, je reviens juste sur le hyaluronane, il y a des exercices qui vont permettre de le stimuler. Donc, tout ce qui est exercice, comment dire, de torsion, de mouvement, c'est pour ça que le tai chi, par exemple, ça peut être des choses qui vont stimuler le hyaluronane. Le collagène, donc ça, il faut stimuler le fibroblast, qui se trouve dans le fascia, hein, c'est dans la matrice extracellulaire. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais grosso modo, euh, c'est le fibroblast, c'est ça qui va créer le collagène. Et qu'est-ce qui va créer le collagène? C'est des exercices de rebond, euh, également de torsion, et c'est déjà pas mal. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que le corps, il évolue sans cesse. C'est un peu comme World of Warcraft. Même si je fais rien, je fais quelque chose. Et le meilleur exemple, c'est les personnes. Je vois, il y a un petit. Voilà. Les personnes qui vont. On prend l'exemple d'un. J'ai rien contre les. Il n'y a pas de métier bizarre. Hein. C'est juste une personne qui va travailler, quelqu'un du secteur tertiaire, qui va bosser pendant 20 ans
assis devant un bureau, devant un PC. Il fait rien, mais il fait quelque chose. Et ça va avoir des conséquences motrices et physiologiques. Et au niveau de la physiologie, il va créer du collagène là où il n'y a pas besoin. C'est ce qui va créer des raideurs, des trigger points, etc., etc. C'est ce qui va créer des problèmes de mobilité derrière. Donc derrière, quand on fait je sais pas moi, du crossfit, imaginons, même pour monsieur et madame tout le monde, on va avoir un souci de mobilité. Et ça, c'est parce qu'il y a trop de collagène à un endroit où il ne devrait pas y en avoir. Et le liquide aussi, quelque chose que je n'ai pas dit avec le hyaluronane, c'est que quand le fascia est bien organisé, on va dire que ça va créer une belle toile, comme Mm. ça, un beau croisement. Quand il est complètement désorganisé, il va c'est au niveau liquide, l'eau ne va plus être liée, mais elle va être complètement libre. Ça va être anarchique. Et c'est ça qui va créer le trigger point et les inégalités de collagène également. Donc j'espère que, pour résumer, le fascia, il faut retenir ça, c'est le béton d'une maison, c'est le liant d'une maison, joint, et il est à la fois tissu et système, et il est à la fois liquide et fibreux. Et il y en a partout, et tout est fascia au final. Ouais. Au final, en fait, c'est à la fois enfin, c'est structurel, donc ça a besoin d'avoir du stress mécanique, sinon c'est pas bon. Mais C'est ça. enfin, le docteur Bricot en parle beaucoup, mais c'est de se dire c'est qu'il est auto-adapté, auto-entretenu. C'est-à-dire que si ça va pas, il va rester pas bien, mais si on le pousse à aller bien, il va changer, il va quand même influencer beaucoup de choses. Totalement. Totalement. Moi, j'aime bien dire le corps est bête, mais il est malin. Mm. Il est toujours, il fait toujours quelque chose. Ouais, complètement. Donc, Du voilà. coup, en termes de sollicitation, tu as parlé beaucoup de torsion, de mouvements, entre guillemets, de bond, donc du stress mécanique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent l'influencer? L'hygiène de vie. L'hygiène de vie à grande échelle. C'est-à-dire que si je parle pour monsieur et madame tout le monde, bah, le principe de base, c'est bouger, boire, et c'est déjà pas mal. Pour un sportif, boire, parce que moi, la valeur top de référence que j'ai, c'est 1 litre tous les 23 kilos de poids de corps. Et la valeur chez Poliquin, quand j'avais fait la biosignature, il disait si quelqu'un veut prendre de la masse, c'est 1 millilitre par calorie dépensée. Mm. Donc, tu imagines, tu fais 5000 calories dans la journée. Un bon entraînement d'haltérophilie, on ne doit pas en être très, très, très loin. Donc, ça fait boire beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, Ensuite, au niveau des mouvements, il faut que les mouvements soient vectoriels. C'est-à-dire que le point fixe et le point mobile doit être le plus éloigné possible. Alors, c'est des mouvements qui ne peuvent pas avoir, comment dire, des charges énormes. C'est pour ça que ce n'est pas des mouvements qui rendent forcément plus fort. Ce n'est Mm. pas forcément ce qu'on va chercher. Par contre, c'est des mouvements qui vont permettre le transfert. Et en ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent le Viper. C'est un truc que j'avais vu en salle de fitness. J'avais trouvé ça à l'époque totalement inutile. Qu'est-ce que c'est que un gadget, quoi. Et en fait, quand j'ai compris à quoi il servait, je me suis dit, en fait, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Parce qu'une barre olympique de 20 kilos, je peux pas faire une fente, l'amener loin derrière comme ça. Ça va mettre trop de charge. Parce que pareil, le fascia aussi, à partir du moment, on en revient au dicton, le corps, il est bête, mais il est malin. Si je prends une charge trop lourde, au bout d'un moment, c'est plus mon fascia qui va être stimulé et massé, automassé au final. Le problème, ça va être ma surcharge au niveau de l'épaule. C'est un tout autre travail. Donc, il y a ces mouvements-là. Ensuite, il y a le foam roller qui est assez intéressant. Ça, pareil, c'est un outil que j'avais complètement délaissé et avec des arguments que je comprends encore moi-même. C'est comme quoi je suis un peu paradoxal, mais en fait, c'est parce que je l'avais mal compris.
Le foam roller, il a deux utilisations. C'est-à-dire que quand tu passes sur un membre de manière très lente, tu vas stimuler le site hyaluronane parce que tu vas créer un système tampon, un système qui va attirer les liquides un peu comme une éponge. Et il a aussi un autre intérêt, donc ça se fait plutôt en récupération. Il y a un autre intérêt, c'est sur des mouvements un peu plus rapides, mais après on parle ouais, je sais pas, 8 répétitions, c'est très bien, pas plus. Et on passe une fois là-dessus, et après on change sur la partie du corps. Enfin, c'est comme ça que je fais et que j'ai appris. Et ça, c'est plutôt en mode, c'est une activation. Ça va avoir ça va avoir aussi l'effet de stimuler ça j'en ai pas parlé, mais dans le fascia, c'est beaucoup de récepteurs. Et ça va mettre des récepteurs de chaleur, de douleur un petit peu, qui vont inhiber et un peu plus libérer le fascia. Donc ça, grosso modo, le foam roller en échauffement, 10 répétitions par membre à raison de 1 seconde aller, 1 seconde retour, donc quelque chose d'assez dynamique. En récupération, on passe une fois sur le membre, donc une répétition. Par contre, la répétition, elle fait 30 secondes. Donc, c'est deux approches complètement opposées. En approche aussi sur le fascia, mais qui est là, on sort de la salle, c'est plus de l'automassage. Il y a le gua sha que j'aime beaucoup. Enfin, ça peut être un outil d'échauffement quelque part. Mais le gua sha, j'adore. Le pistolet, ça peut être intéressant. Notamment sur les zones où il y a beaucoup de collagène. Parce que le fascia aime la vibration. Alors ça, c'est l'hyaluronane, ça. Là où l'eau est libre, la vibration rend l'eau liée. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je crois avoir fait le tour, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les machines iso-inertie, c'est génial. Enfin, c'est génial, mais j'ai jamais testé. Je suis en train de regarder pour en acheter une, justement. Mais sur le papier, les élastiques aussi, ça peut être intéressant parce que ça fait entrer en jeu des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est du fascia. Donc, il y a plein de choses qui sont géniales. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que comme tu dis, c'est un béton, le fascia, mais c'est à la fois un organe qui est très riche au niveau sensoriel et qui du coup induit énormément de changements chimiques, mécaniques, etc. Est-ce que justement plus sur le côté chimique, là on était plutôt sur le côté mécanique, est-ce que sur tout ce qui est chimique, quel lien tu peux faire du coup entre le fascia et tout ça? Ah, j'ai pas entendu la fin de la question. Quel lien tu peux faire C'est au entre... niveau. Désolé, ça a coupé. Vas-y, entre le lien chimique et le lien mécanique? Non, enfin, du coup, entre le fascia et le lien chimique. Ben, euh, le plus direct que je ferais, c'est qu'à partir du moment où il y a une restriction, il y a une dépense énergétique qui est accrue ailleurs. Donc là, on va directement toucher à l'économie d'énergie. Et fatalement, si tu as plus comment dire, de mobilité, de souplesse, peu importe comment on l'appelle, moi je parlerais de liberté faciale, de modulation faciale, peu importe, tu vas avoir une économie d'énergie. Si tu as une économie d'énergie, tu as plus de performance. Donc au niveau comment dire, de ce niveau chimique, je pense que c'est le lien le plus direct. Il y a des opérations chimiques qui se font un peu plus de manière précise. Honnêtement, je ne saurais pas trop les situer. J'utilise l'outil. Euh, je suis plus calé sur. C'est une bonne question. Je me renseignerai. Je me renseignerai. Parce que du coup, en fait, on pourrait faire le lien entre du coup, ben, les biosignatures que tu as parlé, dont tu as parlé tout à l'heure et du coup, Ah, ok. l'opération muscle tu vois. Alors, si, il y a un lien quand même dont j'ai pas parlé, c'est au niveau de l'épaisseur de la peau n'est pas pareil. Et l'inflammation va être différente. Donc ça, c'est plutôt au niveau comment dire,
Le fascia, c'est aussi là où des opérateurs chimiques cytokines vont plus ou moins interférer. Et pareil, je suis pas trop calé, mais je l'interprète comme ça. Si les cytokines sont inflammatoires, c'est là où tu crées un champ pour la maladie. Si tu libères le fascia, tu vas créer, alors je suppose que ça va être par le système d'eau libre, d'eau liée, excusez-moi. Euh, tu vas créer des cytokines anti-inflammatoires. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que la manie a influencé le. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que je le pratique. Attends, ça a coupé sur ta dernière phrase. Ouais, ça a coupé. Ouais, sur la dernière phrase. Ah, bah, je disais, je pense que c'est comme ça il y a une interaction entre la mécanique du fascia et le côté chimique. Ça enlève de l'inflammation. Ok, c'est des choses que tu as déjà constatées ou pas? Euh, je l'ai constaté, mais sans les connaître en fait. Ok. C'est-à-dire que c'était surtout sur les biosignatures, hein. Quand je voyais moins d'inflammation, je voyais la personne, la peau avait tendance à être moins épaisse. Mais bizarrement, j'ai pas du tout stimulé le fascia parce que je savais pas qu'il y avait un lien. Hmm. Là, ça serait vraiment de la nutrition et ça serait plutôt les oméga 3 et l'hydratation qui m'ont fait constater que la peau était plus fine. Mais je le savais pas à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est parce que je sais pas si tu l'as lu le livre de Graham Scar sur la Pas du tout. biosécurité. Et en fait, du coup, il y a un chapitre qui est sur ça, où en fait, il te parle un peu de la biotenségrité. Donc, au final, ça revient sur la force mécanique des fascias, la tension mécanique des fascias, et sur la libération hormonale et la libération tout ce qui est neurotransmetteurs. Enfin, ça revient en Ah fait ouais, ce qu'on ok. voit avec la posture. C'est que la posture influence les hormones. Et donc, enfin, du coup, c'était tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est quelque chose dont je me renseignerai dessus. Tu vois, on apprend toujours. Ouais, mais enfin, c'est une étude. J'ai pas réussi à trouver plus d'études dessus. Du coup, Ouais, les c'est sujets encore divers que jeune tu le traites. patient. Je sais pas. Alors, un truc qui m'a frappé, c'est que le fascia, c'est assez jeune en Occident, mais quand tu vas en Asie, où j'y suis allé plusieurs fois, ils ont une vraie culture de ce truc-là. Quand je te dis une vraie culture, c'est que tu vas dans les pharmacies au Japon et tu vas trouver des outils, des rouleaux de massage, un peu des stickers. Hmm. C'est souvent les femmes qui prennent ça pour leur peau, mais ils ont déjà ce truc-là, en fait. Ils ont déjà compris ce truc-là. Ils bougent plus aussi, de manière générale. Ils ont un mode de vie au niveau myofacial qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui est beaucoup mieux pour le coup. Tout à l'heure, tu as parlé de la gua sha, enfin, qui est du coup enfin, technique d'abrasion du fascia, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Ouais. Comment ça influe? Parce que toutes les autres, entre guillemets, on les comprend. C'est un stress mécanique ou éponge, enfin, on fait quelque chose. Là, on vient poncer, entre guillemets, le fascia. Comment on peut Ouais. l'influencer? Bah, comment dire? Pareil, je l'interprète comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai étudié en détail. Par contre, c'est quelque chose, j'ai constaté directement le résultat. Il y a un autre truc dont je pourrais te parler aussi. Je connais pas c'est quelque chose que j'ai découvert au Japon et j'ai la sensation que au niveau, là où il y a beaucoup de collagène, donc les endroits où il y a des tendons, ça libère encore plus que le gua sha. Mais le gua sha, moi j'interprète sur le fait que ça enlève les adhérences au niveau périphérique. Donc ça doit toucher au niveau épimysium, quoi. Donc on va dire, il y a différentes tailles. Il y a le périmésium qui est juste en dessous de la peau. Ensuite, il y a le euh, endomysium et il m'en manque un, celui qui entoure l'hémofibrille. Il est entre les deux. Et je pense que c'est à ce niveau-là où le gua sha, il interfère et il permet de, comment dire,
d'enlever les adhérences, Ok. typiquement. C'est un outil assez simple à utiliser, hein, je pense, mais pour le bien que ça fait, le peu de danger que ça comporte, tout le monde pourrait l'utiliser, je pense. Yes. Et est-ce que justement, en posturant, on a un autre blocage qui sont les cicatrices? Ah Est-ce que oui. du coup, qui influence directement le fascia? Euh, Ouais. Quel lien tu as eu? Enfin, je pense notamment en sport auto où quand ils ont des accidents, c'est des gros accidents qui demandent beaucoup de la chirurgie ou de la grosse rééducation. Ah. Bah alors, les accidents, heureusement, non, ils vont pas jusqu'à la chirurgie, sauf quand c'est très très grave. Et là, je touche la peau du singe, ça m'est jamais arrivé. Par contre, les chocs qu'ils prennent, c'est costaud. Là, ça serait vraiment typiquement de la posturo qu'il faudrait appliquer, des exercices au niveau des yeux bien retouchés. Par contre, au niveau des cicatrices, moi, comment j'utilise, je suis les conseils du docteur Bricot et de Nicolas Desjardins. Donc, huile de lavande, ça marche bien. Les tests. Les tests sont différents entre Bricot et Desjardins, mais c'est pas quelque chose à laquelle je suis très très confronté. Peut-être qu'avec des footballeurs qui se font les croisés, qui peuvent se prendre des coups de crampon, peut-être que c'est quelque chose qui impacte un peu plus la performance directe. Sur le pilote, il y a moins de cicatrices quand même. Ouais. Tu as parlé du coup de quand il n'y a pas de cicatrice, c'est de la commotion, entre guillemets. Donc, Ouais, tu as parlé des mouvements oculaires. Du coup, ouais. quel lien il y a entre le fascia et la commotion cérébrale? Ah, euh, je vais dire une bêtise, mais pareil, moi c'est comme ça que j'interprète. À partir du moment où tu as une commotion cérébrale, il y a tout qui est chamboulé au niveau de la tête, notamment au niveau des yeux et de l'oreille interne. Donc, il faut normaliser tout ça. Si tu normalises pas tout ça, bah, si tu as un peu plus de liquide dans, je sais pas, le canal semi-circulaire antérieur droit, tu vas forcément figer ta position ta tête dans telle position. Le fascia va s'adapter. Et au bout d'un moment, bah, tu vas créer du collagène et tu vas figer ta position. Et surtout, tu vas engrammer. C'est ça le danger et c'est ça le remède. Donc, du coup, c'est la posture. Euh, tu vas engrammer le mouvement et tu vas normaliser la position qui n'est pas normale. Et ça, ça, faut faire attention. Parce qu'au final, la posture, c'est toujours sur des choses qui vont toucher 10 000 10 000 mouvements, contractions par jour, puisque les yeux, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme. La respiration, c'est 12 000 respirations par jour. Les pieds, bah, c'est très facile de faire 10 000 pas par jour. Donc, c'est à ces hauteurs-là, c'est là où la posture intervient. Et c'est là où il faut faire attention parce que le fascia, on le sollicite beaucoup moins. Donc, il va s'adapter. Donc, c'est là où il faut faire attention. Sur les gros chocs comme ça, ouais, on recheck bien les yeux, la convergence, le RVO, c'est important. Ouais, je sais plus, je lisais un truc, enfin une étude là qui parlait. Tu peux avoir des troubles du système vestibulaire jusqu'à 2 ans après une commotion cérébrale, même bénigne. Ah ouais. Ah, ça m'étonne pas tant que ça. Le corps, il s'adapte tout le temps et surtout, il s'accoutume. Mm. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est ça aussi qui est difficile dans la prise en charge de l'athlète. Mm. C'est-à-dire que des fois, il faut lui vendre en tant que, comment dire, que thérapeute ou professionnel du sport ou de la santé, nous, on voit le mal. Donc, il y a une limite, ça c'est la norme. On voit le côté obscur, on se dit, oh là là, mais s'il va par là, mais il ne se rend pas compte de tout ce qu'il perd. L'autre personne, elle voit pas ça. Elle dit, mais pourquoi tu me parles de ça? Moi, j'arrive très bien à marcher, j'arrive très bien à respirer. Pourquoi tu m'embêtes? Donc là, il faut vraiment faire adhérer la personne au projet et faut bien choisir les mots, il faut être bien pédagogue. Faut pas partir trop dans l'extrême parce que un truc de bricot, moi, que j'avais trouvé génial, vrai, il n'y a rien à dire, mais bizarrement, alors ça, c'était à mon premier module, ça n'avait pas été accepté. Je comprends pas d'ailleurs, les personnes, elles viennent, mais elles sont pas d'accord. Enfin, c'est mon avis. C'était, il me semble qu'une fois, c'était une dent, qui était, enfin, il y avait comment dire, une douleur électrique, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà?
Un micro-galvanisme. un micro-galvanisme. Et donc, du coup, il l'avait déchargé avec une prise terre, quoi. Ouais. Et, moi, ça m'avait fait marrer. Parce que je pense aussi que tout est électrique, donc tout est lié. Donc, on est à la fois biochimique et électrique. Donc, j'étais bon public. Mais de mémoire, il y avait une personne qui disait, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que... Et après, on passe pour charlatan, etc. Alors qu'en fait, c'est logique. Je veux dire, si on n'était pas électrique, bah, on n'a pas à craindre la foudre. Ouais. Et donc, il faut faire attention aux exemples, il faut y aller par palier. Parce que moi, on m'a plusieurs fois fait le reproche, ouais, mais toi, avec tes yeux, tu vas nous embarquer dans patati patata, ce qui est possible. Et au bout d'un moment, je fais, bon, on me le dit souvent, il faut peut-être que je fasse attention et que j'y aille par palier parce que moi, je vois le danger, mais quand le danger est trop loin ou si le problème, il est à 2 ans plus tard, faut l'emmener avec pédagogie, le truc. Sinon, surtout que c'est l'athlète, au final, qui a le dernier mot. Faut pas oublier ça. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser à un exemple où c'était lors de mon deuxième module. Donc, du coup, on faisait les TP et tu sais, on fait un TP. Et là, il y en a un Ouais. qui passe, il dit, bon, t'as quoi comme douleur? Et là, il dit, ouais, j'ai un syndrome TFL, je suis marathonien. Dès que j'arrive plus à courir, ça fait 6 mois que voilà, j'ai un syndrome au genou, j'ai des douleurs au genou, ça marche pas et tout. Et en fait, on se rend compte que c'était un ancien rugbyman qui, il y a 5 ans, avait fait une entorse de la cervicale, donc du coup avec une Ah commotion, ouais. il y a 5 ans avant, et que du coup, il avait arrêté le rugby et il s'était mis à faire des marathons. Et du coup, en Ouais, fait, il ouais. commence à faire tout, il teste les yeux, boum, ça va pas. Et donc, du coup, en fait, la commotion qui avait impacté ses yeux, ils avaient impacté son genou, du coup, enfin, le pivot de l'œil, et bam, mais maintenant, eh ben, il pouvait plus courir. Et en fait, c'était Ouais, fou, tu ouais. vois, parce que t'es là, tu fais waouh, tu sais, les dominos. Ouais, 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 c'est clair. Et pour ça, Brico, c'est vraiment génial. Même pour moi, je me souviens, quand j'ai refait mon historique, je fais, mais c'est vrai que je me souviens d'une séance de squat et je me souviens, j'avais senti un gros, comme un élastique sur le côté. Je fais, waouh, c'est quoi le délire? Puis c'était mon psoas. Ça, c'était en 2010. 2 ans plus tard, bah, quand je faisais mon BP, j'étais en stage. Je me souviens, il y avait une barre qui était chargée à 100 kilos, il fallait que je la décharge. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais jeune, insouciant. Et la barre, je fais, tiens, j'ai envie de faire un squat. Et j'étais complètement froid. Et bim, pubalgie. Et la pubalgie, elle m'a tenu c'était en juillet 2012, je l'ai enlevé en février 2013, un délire comme ça. C'était avant que j'arrive sur Rouen, donc je m'en souviens très bien. Donc, il y a le psoas, il y a l'adducteur. Et puis, en 2017, j'ai eu 2 grosses tendinites au genou. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc j'avais mes protocoles. Après, c'est la conséquence directe, c'est des pertes de temps sur l'entraînement parce que tu arrives, tu t'échauffes. Bon, j'échauffe bien, j'active bien mes ischios, patati patata, mon moyen fessier, mon pied, patati patata. Au final, ton échauffement, il dure une plombe, encore plus quand tu pars du principe que tout est du cortex moteur. Mm. Du- la neuro, ça fait gagner un temps fou, mais je le savais pas à ce moment-là. Et, j'ai fait la formation de Brico en 2018. Là, je fais, ah, mais j'ai eu l'enquête, le psoas, l'adducteur, le genou. Et puis, moi, mon profil, c'était bah, j'ai un valgus asymétrique. Et tout se tient. Et Ouais, depuis, je me suis pas blessé. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est fou. Et en fait, après, tu ouais. passes ta vie à faire des corrélations entre tout. Ah, c'est génial. C'est une petite enquête. C'est, il y a un petit côté kiffant aussi à deviner, à coacher. Et des fois, c'est spectaculaire. Bah, avec les pilotes, j'ai 2, 3 exemples comme ça. Il y en a une fois, je lui avais dit, ouais, écoute, j'avais déjà fait comment dire, un test postural avant. C'était un jeune pilote de kart. Lui, je crois que c'était le plus marquant. Je lui ai dit, écoute, moi, je pense par rapport à ta problématique, ça serait intéressant. Essaye au moins une fois discrètement dans le camion. Tu fais des 8 avec les yeux. T'en fais pas long, t'en fais pas beaucoup. T'en fais 5, 6. Tu vois ce que ça donne. Il m'a rappelé le soir, je dis, ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai gagné 3 dixièmes. Donc là, c'est vrai que ça procure de l'émotion en tant qu'entraîneur, mais ça marche pas tout le temps comme ça. Mais quand ça arrive, c'est fun. C'est Ouais, fun. c'est ça. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner aux athlètes qui nous écoutent.
Trois conseils. Être patient parce que l'intensité et le max, ça se mérite. Et même là, je suis plutôt focalisé sur les sports de force, mais quoi qu'il arrive, une planification, ça repose du coup sur un concept d'endurance et de long terme. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut de la patience. Euh, faut avoir l'esprit ouvert. Euh, et surtout, là, c'est un conseil que je fais à l'athlète. Vaut mieux un système moyen longtemps que plein de bons systèmes. Je pense que ça rejoint un peu la patience, mais la pérennité, c'est ce qui fonctionne le plus pour les résultats. On peut toujours faire mieux, mais tu as une balance bénéfice-risque qui, je pense, plus tu changes, moins tu fais carrière. Ça vaut pour la prépa, ça vaut pour les clubs dans lesquels tu es. Et ça se retrouve. Ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en CrossFit. Ouais, j'ai fait la prog de machin, j'ai fait la prog de bidule. Ouais, mais il y a ça qui va pas, donc je fais la prog de ci. Et au final, on s'en sort pas. Et à terme, l'athlète stagne. Et, euh, et en fait, des fois, la clé est devant soi. Il faut juste être patient, faire, rester ouvert. Peut-être on peut se tromper, ça arrive. Et continuer à s'entraîner, quoi. Faut jamais lâcher. Ouais, laisser du temps au temps. Exactement. Ben écoute, génial. Merci pour cet échange. Euh, Ouais, bah, c'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Et Nickel. puis, bah, j'espère que ça aura plu. Ben, complet. Si jamais les gens ils veulent te retrouver ou te suivre, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Sur Facebook, c'est PY Marchand, Pi Marchand. Sur Instagram, c'est Pi Axe One Performance. Ok, Comme une Axon, Axon Performance. nickel. Et Voilà. le site internet Axon. C'est Axon Performance également. De temps en temps, je fais des articles. Ouais, c'est ça. Ben écoute, nickel. Merci beaucoup. Un grand merci. J'espère que l'épisode ben, il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et ceux qui écoutent, continuez à nous mettre petites 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça fait toujours plaisir. Ciao, à la prochaine.